You're the shitheads. Listen to me, you jerk. I will buy your lights out. Bam! Mother, my father! Angry at me! Change her Facebook, you... Chris Chandler! Chris Chandler! Chris Chandler! Chris Chandler! Chris Chandler! Salut tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, je suis face, sincèrement, à l'une des histoires les plus compliquées qu'il m'ait été donné d'aborder. Une histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais jusqu'à quel point? Ça, c'est une autre histoire. La personne dont je vais parler aujourd'hui, il se pourrait que vos sentiments soient mixtes à son sujet. Autant au début de sa vie, une certaine forme de pitié pourra apparaître. Autant à la fin, vous allez sûrement être plus proche du dégoût qu'autre chose. Chris Chan. C'est la vie de cette personne que nous allons aborder aujourd'hui. Et sans doute le créateur de contenu le plus dépeint sur Internet, le plus archivé, le plus décrit et décrié. Et pour cause. Sa vie est, à elle toute seule, un roman. Mais pas un roman d'amour. Loin de là. Ici, nous avons entre nos mains un roman glauque, noir, sombre, déstabilisant. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui nous attend, sachez qu'il existe un YouTuber du nom de Geno Samuel qui a créé une chaîne spécifiquement dédiée à la vie de Chris Chan, contenant pas moins de 122 vidéos de 40 minutes en moyenne chacune. Ces vidéos dépeignent toutes un pan de la vie de Chris Chan. Au total, cela représente environ 90 à 100 heures de vidéos, détaillant précisément l'antre dans laquelle nous allons nous plonger. Dernier point. Pour écrire cette vidéo, je me suis appuyé à la fois sur les vidéos de Geno Samuel, mais aussi sur cet iceberg très complet, ainsi que sur cette chronologie. Il est désormais temps pour vous et moi de nous plonger dans la folie de Chris Chan. Bonjour, monsieur, dame, garçons et filles, et ceux qui sont ados, ainsi que les gonzesses. Mon nom est Christian Chandler, je suis ici, et vous êtes là. Christopher Weston Chandler est né le 24 février 1982 dans la ville de Charlottesville, en Virginie. Il a une sœur plus âgée que lui, Carol Suzanne Chandler, qui, par je ne sais quel miracle, a réussi à ne pas avoir en ligne de photos d'elle, malgré la vie tumultueuse et très documentée de son frère. Ce soir, Sonic est en train d'envahir la maison des Chandler, car Christian Chandler, 12 ans, est le gagnant d'un tirage dans un magasin de jeux vidéo. Dans tout le pays, on compte une centaine de gagnants ayant reçu 1000 $ en jeux et équipements de la marque Sega. Et pour ses parents, c'est un bel exemple leur montrant à quel point il va bien. Christian est un autiste hautement fonctionnel et en automne dernier, il a participé à ce concours mettant en avant son personnage préféré. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est à dessiner Sonic le hérisson et je l'ai dessiné puis c'est tout. Je l'ai fait en environ une semaine. Puis après ça, je l'ai envoyé par la poste et puis j'ai été tiré au sort et puis j'ai gagné. Christopher a été diagnostiqué dans le spectre des autistes hautement fonctionnels, ce qui lui a permis d'avoir une scolarité dans des établissements publics sans passer par des classes aménagées. Son père, Robert Franklin Bob Chandler, aujourd'hui décédé, a partagé avec Chris ses passions, que sont la musique, les nouvelles technologies et bien entendu les ordinateurs. Quant à sa mère, Barbara Chandler, l'histoire est plus compliquée. Cette dernière a eu une vie avant Chris et un autre fils, Joseph Cole Smithay. C'est dans un échange d'emails entre Cole et Chris que l'on découvre que leurs parents, ainsi qu'une autre personne que vous allez découvrir, n'ont pas été les meilleures références au monde en termes d'éducation. Même dans la manière dont ils se sont occupés de toi lorsque tu étais un enfant laissé seul tous les jours pendant des années avec une babysitter inadaptée, Barbara et Bob ont prouvé qu'ils étaient des parents négligents. Chaque jour de notre vie, toi et moi payons le prix de l'égoïsme de nos parents. J'ai grandi dans un foyer violent avec Barbara et mon ancien beau-père, Jerry, où les punitions physiques et mentales allaient des coups sur les fesses aux douches froides, en passant par des scénarios bizarres joués avec jubilation par deux adultes profondément névrosés. De quel babysitter parle-t-il? Et qui est Jerry? Alors Jerry, eh bien c'est le père de Cole. Quant à la babysitter, nommée Roach, c'est une voisine
Et cette dernière, qui avait régulièrement Chris à sa charge, a abusé de ce dernier durant des années en l'enfermant des heures dans une petite pièce à chaque fois qu'elle avait des accès de colère. Ce que l'on apprend surtout, c'est que l'enfance de Chris n'a pas été toute rose. Sa mère était instable et infidèle, son père n'était pas mieux et sa babysitter complètement folle. Un combo qui, couplé à ses traits autistiques, va former peu à peu un personnage marqué au fer rouge. Ainsi, il ne parlera pas avant l'âge de 7 ans. Ces années de silence se termineront lorsqu'un jour, il aura entre les mains un GoBot, c'est ce jouet, dont il va lire les instructions à haute voix, soudainement, sans que personne ne s'y attende. Chris n'a eu que peu d'amis durant son enfance. Mais sa voisine, Sarah Hammer, a été la plus importante. Sauf que Sarah était une boulie dans l'âme, et passait beaucoup de temps à maltraiter son amie en l'enfermant, encore une fois, des heures durant, ou en lui faisant manger, pour le fun, des produits qui ne s'ingèrent normalement pas. Toutefois, Chris ne lui en voudra jamais vraiment, et considère encore Sarah comme l'une de ses amies, voire même sa première petite amie. Pendant ce temps, de 1991 à 1992, Chris, alors âgé de 10 ans, affirmera que les instituteurs de l'école le maltraitent en lui attachant les poignets ou en l'enregistrant via un magnétophone lorsqu'il fait des crises, juste comme ça pour se moquer de lui. Bob et Barbara, ses parents, vont alors attaquer l'école en justice, mais retireront la plainte en 1994. L'école refuse alors de reprendre Chris. Bob, son père, décide de lui offrir une éducation à la maison. Bob et Chris se séparent alors de Barbara et déménagent à Chesterfield. Barbara reste alors seule dans leur maison à Ruckersville. Il va s'ensuivre le premier déclin psychologique de Chris. Comment cela? Je vous explique le contexte. Nous sommes à peu près dans la même période à laquelle il a eu ses soucis à l'école, dans laquelle il ne peut plus aller pour des raisons assez évidentes. Durant ce même temps, il gagne 4 tickets au travers d'un jeu à la radio pour aller voir un spectacle sportif, sauf qu'il ne trouve personne pour l'accompagner, ses amis étant tous à l'école où il ne va plus. Seul, il ira au show et essaiera de vendre ses tickets supplémentaires à l'entrée, mais va ressentir dans le même temps un énorme sentiment de solitude et d'abandon. Dans cette vidéo de 7 minutes, il va nous conter ce dont je vous ai parlé précédemment, mais surtout il va lancer l'idée que son ancienne école est derrière tout cela, qu'elle a créé une sorte de cabale pour se débarrasser de Chris, une vile machination pour mettre de côté l'enfant autiste, le personnage dérangeant. On a été forcés de déménager ici. Vous, les gens de l'école, vous ne pouviez pas juste nous laisser tranquilles? Non, c'est pas possible. Vous avez soudoyé le système judiciaire. J'en suis certain pour que cette maison soit en vente. Dans sa tête, il en est certain, tout cela est un complot fomenté contre lui par cette école. C'est durant cette période que pour la première fois, Chris va dévoiler ses pensées les plus sombres, montrant qu'il a en lui un penchant pour la dépression et des idées hors sol, l'amenant à penser qu'il existe des complots contre sa personne. Durant cette même période de temps, en décembre 1992, Christopher se rend dans un centre commercial et y fera la rencontre d'un animatronics connu sous le nom de Leonard Bernstein, présent pour amuser les enfants. Leonard, l'animatronics principal, est incarné par un acteur et est là pour interagir avec les enfants. Chris et lui ont alors un échange, mais Leonard se méprend sur le prénom de Christopher et le nommera Christian à la place. Chris prend cette révélation pour un signe divin, et il le prend d'ailleurs tellement à cœur qu'il changera son prénom en décembre 1993. L'ours est Leonard Bernstein, le meneur de l'orchestre Tout en ours, qui ont amusé le grand magasin Regency Square durant toutes les vacances. Le garçon est Christophe Weston Chandler, 11 ans, maintenant nommé Christian. Il a fait la rencontre de Leonard Bernstein durant le Noël de 1992. Il est désormais Christian Chandler, et ceci est le début d'une cascade de changements qui façonneront sa vie. Alors âgé de 18 ans, le 17 mars 2000, Chris développe et crée un personnage qui le suivra tout au long de sa vie. Son nom, Sonichu. Sonichu. Pourquoi un tel nom? Parce que Chris, durant son adolescence, était un passionné de Sonic et de Pikachu, et qu'un jour, il a décidé, un peu comme nos héros dans Dragon Ball, de les fusionner
ensemble pour former son personnage à lui, Sonichu. Alors je pourrais vous parler bien entendu des heures de Sonichu, car cette création prend une place très importante tout au long de sa vie. Mais cela ne ferait qu'encombrer les révélations sur notre sujet principal, Christian. Sachez toutefois qu'au cours de sa vie, Chris va faire évoluer Sonichu et va créer toute une cosmogonie autour de ce dernier, constituée d'une pléthore de personnages différents. Vous en verrez quelques-uns au cours de cette histoire. Il va également créer et sortir plusieurs bandes dessinées, dont le premier tome sort le 24 mars 2005. Il s'en suivra une vingtaine d'autres qui, jalonnant le parcours de sa vie, dépeignent certains grands changements de cette dernière. Il va également sortir 2 albums musicaux dans lesquels le band est composé de personnages créés par Chris, Christian et les Hedgehog Boys en 2003 et le retour de Christian et les Hedgehog Boys en 2009, sur lesquels on l'entend chanter sur des morceaux de musique préexistants que je ne peux pas vous passer ici pour des questions de droit d'auteur. Dans les premières années durant lesquelles Chris va créer son personnage de Sonichu pour répondre à un besoin d'expression de son imagination, sa libido va doucement faire surface. Dans le futur, on sera ensemble et on aura du sexe. On va perdre notre virginité en commun. Il commence à devenir un homme, mais il a au moins 20 ans là. Disons que dans son cas, c'est ce que l'on appelle en anglais un late bloomer, quelqu'un qui a sa libido qui arrive plutôt tardivement. Mais c'est ainsi qu'une nouvelle ère va débuter, celle nommée l'attraction sign ou le panneau d'attraction, créé par Chris pour exprimer son désir de trouver une partenaire. Et sa méthode en soi est plutôt simple, créer un panneau sur lequel il indique de la manière la plus simple qu'il soit qu'il est à la recherche de quelqu'un. C'est une méthode qu'il emploie par ailleurs de 2003 à 2014, sous plusieurs formes comme ici, où il place un panneau dans une faculté sur lequel il est indiqué « Homme blanc, célibataire de 21 ans, recherche demoiselle célibataire de 18 à 21 ans. Si quelque homme que ce soit lit ce panneau, mêlez-vous de vos affaires. » Il va aussi se placer sur le bord de la route en tenant un panneau similaire au précédent dans ses mains, ou bien, comme ici, directement inscrire le message sur son vêtement, ou encore là où il utilise sa chaîne YouTube pour, en live, faire une demande. Inhabituel comme comportement, mais pas méchant en soi, on est d'accord. Maladroit, mais pas méchant en effet. Mais petit à petit, le personnage de Chris commence à se dessiner. Dans la vie de Chris, plusieurs personnes ou personnages vont faire partie de son environnement. Les trolls, que nous n'avons pas encore vus, le monde qu'il a créé en dessin, donc Sonichu et tous ses personnages, sa mère et enfin, ses amours. Et dans cette dernière catégorie, la catégorie des amours, Chris rencontre sa première dulcinée durant l'été 2004 dans une boutique appelée The Game Place. Cet endroit est le paradis des geeks de la région où l'on retrouve des comic books, des jeux vidéo et bien entendu toutes sortes de goodies. Megan Schroeder y fait la rencontre de Chris alors que les deux s'affrontent lors d'un tournoi de Yu-Gi-Oh! Et cette jeune demoiselle trouve pas mal de charme à Chris. Ces derniers vont se côtoyer durant plusieurs années, de 2004 à 2013, et bien des choses vont se dérouler. D'un côté, Chris va découvrir Internet et en user, car c'est pour lui un excellent outil pour faire connaître ses créations. Il va également, durant cette même période de temps, créer un site Internet sur lequel on retrouve ses bandes dessinées. Mais il va également en parallèle ouvrir sa première chaîne YouTube, le 8 mai 2007. I have a PSP, I like to rap, I play with the rapper, I go with you now. The only song I know is Master Onion, which I got from a demo I borrowed from my friend Megan. I have the PSP and she don't, so give me the PSP, I rap the rapper, so I can give one to her. Et des chaînes, il va en avoir beaucoup. Et toutes sont dans le même style, Lui, face caméra, qui raconte sa vie. Et tout cela, au bout d'un moment, eh bien, ça commence à attirer l'attention. Et bien qu'au début, Chris était vu comme une curiosité d'Internet, avec le temps passant, ce sont les trolls qui ont commencé à débarquer, à pointer ses dérives, à se moquer de lui. Et vous allez voir, je vais parler énormément de trolls dans cette vidéo parce que la vie de Chris est un combat entre les trolls et lui-même. Listen to me, you jerk. I didn't like that. Le premier trait le concernant est apparu sur 4chan, puis s'en est suivi un forum, Something Awful, et un site à la réputation sulfureuse, l'Encyclopédia Dramatica, sur lequel des personnes se sont fait doxer, ce qui veut dire que plusieurs de leurs données personnelles s'y retrouvaient. Et bien entendu, Chris va être dans le lot. Enfin, je vais en citer un dernier et pas des moindres, Kiwi Farm, connu pour rassembler une communauté plutôt toxique dont la spécialité est de s'en prendre en groupe à tous ceux qui ne l'aiment pas, et Chris en fait partie.
Mais c'est également via ce site internet, qui est avant tout un forum, qu'il va trouver des groupes de personnes qui vont, eux, l'appuyer. Vous verrez ça dans l'histoire. Via tous ces groupes, Chris va se faire ridiculiser en ligne à propos de plusieurs pans de sa personnalité. Pans que je ne vous ai pas encore totalement dévoilés. Et l'un de ces pans, l'une de ses faiblesses, eh bien c'est sa naïveté. En quoi ce trait de personnalité lui a nui? Eh bien Chris a rencontré une jeune demoiselle, Megan Schroeder. Leur relation est totalement chaotique, car bien que Megan s'intéresse à lui, eh bien en fait il ne se rend pas compte durant les premières années, ce qui crée des tensions entre les deux. Mais ils finiront toutefois par s'embrasser. Sauf que cette situation, Chris ne sait pas la gérer, tout comme il ne sait pas comment gérer les trolls qui peu à peu s'accumulent sur son site internet, mais surtout sous ses vidéos YouTube. Tout ce méli-mélo va amener à une situation plus que douteuse. D'un côté, sa relation avec Megan n'est pas stable, et dans sa tête, ça le chamboule énormément. En fait, ça les chamboule, lui autant qu'elle. Et d'un autre côté, Chris prend connaissance de certains sites internet qui le trollent, dont un en particulier, Encyclopédia Dramatica, sur lequel une page entière est dédiée à Chris, sur laquelle on retrouve des images sexualisées de ses personnages, ainsi que des photomontages de lui-même, également sexualisés, en lui donnant un côté homosexuel qui va alors beaucoup le troubler. Je n'ai pas trouvé l'inspiration pour dessiner, pour colorier. Parce que la solitude m'est insupportable. La haine que je reçois de la part de tous ceux ayant contribué sur le forum Encyclopédia Dramatica et tous les autres forums qui dessinent avec des dessins avec des sexes. Je suis hétéro. Si je vois un pénis, je détourne simplement le regard. Je suis dégoûté, ça me fait peur. Et pour répondre à cette haine, Chris décide de se créer un compte sur leur site pour, comme il le dit, remplacer la négativité par la positivité. Sauf que sa solution a été de remplacer certaines images de la section qui lui est consacrée par cette image, sur laquelle on le voit, lui, en train de faire des trucs sexuels avec Megan. Pardon, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je l'ai dit plus tôt, la naïveté, et cette manière qu'il a de répondre à ses trolls ne va faire qu'une chose, mettre de l'huile sur le feu. Mais Megan, elle, comment a-t-elle réagi? Mal, très mal. Leur relation déjà houleuse et douteuse s'est terminée en 2018, date à laquelle ils se sont vus pour la dernière fois. Depuis, Megan s'est écartée de la vie de Chris. Mais avant de découvrir ce qu'il s'est passé dans la vie de Chris en 2018, revenons plusieurs années en arrière, découvrir ce qu'il s'est passé dans ce que l'on appelle l'ère classique de Chris Chan. Cette partie couvre la vie de Chris durant les années 2008 et 2009. Et comme on le voit sur la chronologie de sa vie, c'est une ère riche en rencontres et événements. C'est aussi l'ère durant laquelle les trolls d'Encyclopédia Dramatica vont se lâcher le plus, au détriment de la santé mentale de Chris qui, rappelons-le, fait partie du spectre autistique. Pauvre Chris. Bah en fait, pas vraiment, car plus le temps passe, plus Chris commence à dévoiler des côtés de lui assez problématiques. C'est le début de l'ère des vidéos sur YouTube, et bien entendu, il ne va pas hésiter une seule seconde à utiliser cet outil pour partager sa vie et ses idées. Et quand je dis sa vie, je parle de toute sa vie. C'est pas pour rien que c'est l'homme le plus documenté d'Internet. L'une des premières pires idées qui lui passe par la tête s'est déroulée sur une vidéo dans laquelle il imite des animaux. Ce qui au début est bien entendu plutôt amusant, mais lorsque dans cette dernière il s'est mis à enlever son t-shirt puis à se caresser les tétons pour finir par se masturber avec un gros plan sur ses parties intimes, là c'est tout de suite moins amusant. Et c'est cette vidéo qui, de manière assez directe, nous montre que Chris n'a pas de limite, que sa relation avec Internet va être très compliquée, qu'il ne comprend pas que l'on ne peut pas tout faire. Il s'ensuit une série d'échanges sur Encyclopédia Dramatica entre lui et plusieurs de ses trolls qui s'amusent à sexualiser les personnages créés par Chris. Et Chris entre dans la danse et produit lui aussi des dessins similaires, pensant en faisant cela troller ses trolls. Et des trolls, il va y en avoir une quantité indénombrable. Car c'est durant cette période que Chris devient une proie facile. Surtout que c'est également durant ces années qu'il annonce clairement qu'il est à la recherche d'une âme sœur. Il cherche l'amour. I have a boyfriend. Tell me why I'm stuck in a sad, lonely cage. Tell me why I so need a cute girl my age. Tell me why I ain't ever wanna hear you say I have a
Ainsi, des personnes ou personnages comme Blanca West, Panda Halo, Blue Spike et bien d'autres vont émerger. Leur but, se moquer de Chris par tous les moyens. Blanca West, par exemple, va participer à un concours proposé par Chris, dont le prix à gagner est un médaillon Sonichu fabriqué par lui-même. Et la grande gagnante, Blanca West, qui n'est là que pour le désir de troller, va faire cette vidéo dans laquelle on la voit détruire le médaillon offert par Chris, puis plonger ce dernier dans un pot de cornichons. Ben pourquoi des cornichons? Parce que Chris a une sorte de phobie des cornichons. Voilà. Ce sont les trolls de Chris qui, quelques années auparavant, ont commencé à mettre sur pied ce site internet, qui retrace toute la vie de Chris dans ses moindres détails. Et lorsque je vous dis que la vie de Chris est très documentée sur internet, sachant que ce site contient à l'heure actuelle 7490 entrées, rien que cela, ça veut dire beaucoup. Et c'est sans compter le nombre de vidéos assez impressionnantes que l'on peut retrouver sur son sujet au travers de YouTube ou de toute autre plateforme de vidéos sur internet. Mais maintenant, continuons notre descente aux enfers, car c'est vers là que nous nous dirigeons. Pour vous montrer un peu ce que vit Chris durant cette intense période, je vais prendre l'exemple d'un autre troll, celui de Vanessa Hannah Hudgens. Mais c'est une actrice, c'est pas un troll. Alors oui, Vanessa est une actrice, c'est vrai. Et en 2007, des photos coquines d'elle ont même leaké sur internet. Car Chris, bien entendu, a eu vent de ces fameuses photos qui ont leaké sur internet, ce qui l'a un peu, excusez-moi du mot, mais excité. Comment vas-tu, Vanessa Hudgens? On peut se retrouver l'un dans l'autre, jouons ensemble à aller à la maison, là où nous ferons l'amour passionnément. Quoi de mieux alors pour un troll que de faire croire à Chris que cette actrice est intéressée par lui? Et c'est ce que va faire un type nommé Joshua Martinez. Mais Joshua, ce n'est pas n'importe qui. Lui et Chris se sont rencontrés à l'université James Madison en 2006, alors qu'ils participaient à un groupe de thérapie par la parole. Au début, Joshua trouve que Chris est plutôt cool, plutôt gentil, et les deux deviennent amis. Mais tout change en 2007, lorsque Joshua se rend compte de ce qu'est Chris sur les réseaux sociaux. Un type qui se met nu devant la caméra pour demander des faveurs sexuelles aux femmes qui le regardent. Et ça, Joshua n'aime pas trop. C'est alors qu'il décide de joindre le groupe de trolls d'Encyclopédia Dramatica et décide de se jouer de Chris en se faisant passer pour Vanessa Hudgens. Chris, qui depuis plusieurs mois démontre qu'il a un ego plutôt démesuré, ne se rend même pas compte que la Vanessa qui le contacte ne peut pas être la vraie actrice. Au contraire, pour lui, il n'y a aucun doute, il est en contact avec Vanessa, l'actrice. Durant ce même temps, en parallèle, un autre troll fait son apparition, Ivy. On ne sait pas exactement qui est derrière ce compte, mais le principe reste le même que celui utilisé par Joshua avec son incarnation de Vanessa. Faire croire à Chris qu'il a une amoureuse. Hello Ivy, je t'aime. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Chris, attiré par cette Ivy, va tranquillement laisser tomber sa relation totalement virtuelle avec cette Vanessa qui n'existe pas. Son histoire avec Ivy va aller très loin, puisqu'il va se persuader que les deux vont un jour se mettre en couple, ses idées allant même jusqu'au mariage. Hello Ivy, cette vidéo est pour toi. On va se voir, on va tellement avoir de plaisir ensemble. Tu sais, ma mère et moi, ma famille et moi, on va te faire une place. Tu sais, tu as le choix entre un hôtel ou ma maison. Sauf que Joshua, se faisant passer pour Vanessa, va faire croire à Chris que sa relation avec Ivy, qui, je vous le rappelle, est totalement virtuelle, est à ses yeux de la tromperie, que ce dernier ne lui est pas fidèle, et que pour cela il doit se punir. Ne me dis pas qu'il est assez naïf pour y croire et le faire. Bien entendu. Dans une vidéo très gênante, il va se présenter à quatre pattes sur son lit et se fouetter les fesses en guise de punition. Écoutez plutôt sans l'image et imaginez la scène. C'est assez gênant. Et ce n'est pas tout. Suite à cette expérience, il va sortir une autre vidéo dans laquelle on le voit entrer nu dans son bain et feignant d'être en présence de l'actrice Vanessa avec laquelle il aurait une relation. Une relation bien entendu sexuelle. Et tout cela dans sa tête, c'est pour se faire pardonner. Le souci, c'est que Chris ne sait pas s'arrêter. Il n'a pas de filtre, il n'a pas de limite.
Et tout cela, couplé à sa naïveté, va le pousser à faire un peu plus tard une autre vidéo concernant sa tromperie virtuelle de Vanessa avec Ivy. Vidéo dans laquelle on le voit cette fois-ci en couche-culotte souillée en train de lécher des médaillons de Sonichu fabriqués par ses petites mains. Je suis désolé de vous montrer cela, mais il faut bien comprendre ici qu'avec le temps qui passe, Chris se fait de plus en plus avoir par ses trolls, et que les multiples réponses qu'il offre à ces derniers font qu'il se plonge de plus en plus dans un univers sombre, dont il ne reviendra plus jamais. Mais attention, Chris est loin d'être un ange, car ses actes dans la vraie vie nous en apprennent beaucoup sur qui il peut être parfois. Sur Internet, nous trouvons tout un arc historique basé sur sa relation et ses comportements au sein de la boutique The Game Place, là où il avait fait la rencontre de Megan Schroeder. Et ce que l'on y apprend nous montre bien que celui-ci est loin d'être un ange totalement naïf. Voici la liste de quelques faits et comportements qui vont lui poser des soucis. Raciste envers les joueurs et le personnel noir, violent et intimidant avec les joueurs plus jeunes que lui, entre autres les enfants, tient des propos homophobes, se bat physiquement avec des joueurs adverses, utilise l'endroit comme s'il était chez lui. Et c'est par ailleurs ce dernier point qui va le faire bannir de la boutique pour la première fois le 4 avril 2008, alors qu'il décide de lui-même d'aller dans la réserve du magasin pour ramener un carton rempli de goodies Pokémon, qui ne lui appartiennent pas du tout. Chris, têtu de caractère, ne s'arrêtera pas là et reviendra à la boutique à l'été 2008. Le propriétaire signera un ban définitif contre lui à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Chris s'en est pris à un gamin black en lui hurlant dessus, allant même presque jusqu'à s'en prendre à lui physiquement. 9 mois plus tard, il sortira cette vidéo dans laquelle il mentionne un certain monsieur Michael Snyder, le gérant de The Game Place. Je souhaite également m'excuser auprès de Michael Snyder à propos de l'erreur commise il y a 9 mois qui m'a fait ban du Game Place. Les vendredis soirs là-bas me manquent et je souhaiterais revenir. Son but ici est bien entendu d'être déban afin de pouvoir retourner là-bas, mais rien n'y fait. Monsieur Snyder va lui refuser l'entrée, quand bien même, suite à cela, à plusieurs reprises, Chris se présentera de nouveau à la boutique, traitant et menaçant au passage le gérant qu'il qualifie, je cite, de sale juif. Mon ban est dû à ce Michael Snyder, qui est probablement juif au vu de son nom. Je n'ai rien contre les juifs, bien entendu, mais je le souligne quand même. Chris est ban à vie, et on comprend pourquoi. Nous voici arrivés à une période charnière de sa vie, une période dite sombre, car c'est à partir de là que l'on se rend compte que la vie de Chris consiste à se faire troller de tous bords, tous côtés, tout en ne cédant pas lui-même, en mettant en ligne toute sa vie, allant jusqu'à montrer des détails qu'il ne devrait pas montrer. Le souci, c'est qu'à tout mettre en ligne, ça va commencer à atteindre non seulement Chris, mais également son père, Robert, avec qui il habite. Sur cette vidéo, Robert entre dans la chambre de Chris alors qu'il s'enregistre, pour lui faire des remontrances et lui demander d'enlever une vidéo précédente qu'il a mis en ligne dans laquelle il montrait l'ensemble de la maison de son père, violant ainsi sa vie privée. Les deux argumentent sur l'importance de ne pas tout mettre en ligne, et Chris s'énerve, car il dit qu'il travaille dessus, mais comme vous et moi le savons maintenant, lorsque l'on met quelque chose en ligne, il est presque impossible de totalement le retirer. On retrouve par ailleurs sur internet une pléthore de montages se rattachant à cette vidéo. Durant ce même laps de temps, Chris débute une autre relation virtuelle, encore une fois, avec une demoiselle nommée Jacqueline Romy, qui, bien entendu, n'existe pas puisqu'il s'agit encore là d'un troll. Et Chris, bien entendu, fort de sa naïveté, va encore tomber dans le panneau et penser qu'elle et lui ont une relation intime, mais virtuelle. Chris a subi un lavage de cerveau lui faisant croire que Jacqueline, ou Jackie, venait d'une hyperdimension nommée Neptunia, et qu'elle était réelle. Il pensait vraiment qu'elle venait d'un autre monde ? Pour lui, c'est une évidence que ce que dit Jackie est vrai. Il n'a aucun doute. Du côté de Jackie, c'est une autre histoire. La personne derrière ce compte troll se rend soudainement compte qu'elle a le pouvoir sur Chris, que ce dernier écoute tout ce qu'elle a à dire et obéit, sans réfléchir. Elle va par exemple lui demander de simuler un cunilingus, ce qu'il va faire bien entendu sans hésiter. Puis elle va lui demander de se déguiser en Monsieur Popo, personnage de Dragon Ball, ce qu'il fait dans la foulée. Pour le tester, elle va lui demander quelque chose d'un peu spécial, de créer une vidéo par jour, dans laquelle il doit faire une sorte de sketch pour elle, déguisé en un personnage différent,
à chaque jour. S'il y parvient, elle lui promet ainsi qu'ils vont se voir dans la réalité pour coucher ensemble. Et il va le faire, sans se poser de questions, sans réfléchir. Et durant 31 jours, il va mettre une vidéo de lui en ligne, déguisé en plein de personnages différents. Pour, au final, bien entendu, que rien ne se passe. Puis elle va lui expliquer qu'elle a un petit secret. Elle aime les gangbangs, et que, s'il veut lui faire plaisir, il faut que Chris lui dessine des dessins de lui et elle, faisant l'amour, entouré de personnages masculins nus. Et là encore, il va répondre à ses attentes et mettre tout cela en ligne. Bon, écoute, Jackie, je vais être franc. Tu vois, j'ai fait ces vidéos et tout le reste pour toi. Je t'ai donné tant de temps et d'énergie, je voulais juste que tu saches que tout est bon, que j'ai été honnête avec toi, j'ai été honnête. Chris, persuadé qu'il est en train de vivre une relation amoureuse, va envoyer plusieurs vidéos personnelles à Jackie. Plusieurs vidéos parlent de choses que Chris ne souhaite partager qu'avec son amour du moment, et personne d'autre. Mais un jour, sa désillusion va lui sauter au visage lorsqu'il se rendra compte que toutes ces vidéos ont été rendues publiques, que ce soit via le forum Encyclopédia Dramatica ou Kiwi Farm. Chris, bien que trollé de tous bords tous côtés, ne semble pas atteint et continue de montrer sa vie sur Internet jusqu'à ce moment. Attention, lisez bien sur mes lèvres. La socialisation en ligne, c'est de la merde. Socialiser en vrai est beaucoup mieux. Et également, plus de vidéos. Allez vous faire foutre, les trolls, puis ma page Facebook. Il arrête tout pour de vrai? Non, il va revenir quelques mois plus tard. Il faut par ailleurs savoir que ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il va tout arrêter. Je crois que c'était la 5e ou 6e fois. Mais toutefois, il va prendre une petite pause. Et durant ce silence, il s'est passé autre chose qui nous en apprennent beaucoup sur Chris et ses dérives. Mais également sur une autre personne de son entourage, Barbara, sa maman. Le 28 octobre 2011, lui et sa mère se rendent au The Game Place, l'endroit qu'il fréquentait plus jeune pour jouer au Yu-Gi-Oh! Ou à Pokémon. Son but, y retourner pour demander de ne plus être banni de la place. Et s'il le fait, c'est parce que l'ancien propriétaire a été arrêté et mis en prison pour abus sexuels sur une mineure. Sauf que ce que Chris ne sait pas, c'est que le nouveau patron est l'ancien gérant, le fameux monsieur Michael Snyder, le même qui l'avait banni quelques années plus tôt. Curieux de voir cela, Chris va revenir à la boutique en voiture, avec Barbara, sa maman. Et suite à une discussion plutôt houleuse avec monsieur Snyder, Chris va lui foncer dessus en voiture, puis donner le volant à sa mère, qui ne trouvera, elle, rien de mieux à faire que de bousculer encore une fois monsieur Snyder qui venait de se relever. Résultat, la police arrive sur les lieux, Chris et Barbara sont arrêtés, et une suite de plaintes et de procès ont lieu. Au bout du compte, vu que l'incident n'a pas blessé monsieur Snyder, Barbara et Chris vont devoir payer quelque chose comme $1000 chacun aux plaignants, soutenus par quelques mois de prison. Bon, les détails de leurs problèmes avec la justice vont un peu plus loin que cela et s'étalent sur le temps, mais là n'est pas important. Le plus important est de se rendre compte à quel point Chris, avec le temps, dépeint peu à peu un profil sombre, malgré ses airs enfantins, mais surtout qu'il en va de même pour sa mère, qui est loin d'être parfaite, très loin même. Durant ce même laps de temps, à la date du 6 septembre 2011, Robert Bob Chandler décède. Chris va s'effacer durant un temps des réseaux. Vous savez qui je suis? J'ai décidé de faire cette vidéo car j'en ai marre de ces fausses accusations sur Internet qui tournent à mon propos. Donc je vous le dis et je le confirme, je suis hétéro. Cet extrait vidéo sorti en 2009 nous montre que Chris a la volonté de montrer à la face du monde que non, il n'est pas homosexuel comme plusieurs de ses trolls le prétendent. Mais la sexualité de Chris n'est pas évidente à définir. Et au cours de l'année 2011, une transformation va se produire en lui. Chris veut explorer son côté féminin. Et sur cet extrait, par exemple, il nous propose un tuto make-up. C'est à partir de cette période qu'il va se présenter en femme, et le temps confirmera qu'il souhaite entretenir ce pan de sa personnalité. La définition qu'il donne alors de sa sexualité est « Je suis une lesbienne dans un corps d'homme ». Mais il deviendra plus tard bisexuel selon ses propres termes. Durant cette période, plusieurs détails et sagas se sont déroulés. On retrouve par exemple tout un pan intitulé le Call Out Saga. Cette saga qui se déroule au cours du mois d'août 2011 met en avant les appels publics que fait Chris. Ces appels concernent 5 personnes. 5 de ces trolls dont il a obtenu les noms Surfshark Tito, Thorg, Alec Benson Leary, Jack Tadus et enfin Blue Spike.
Je ne comprends pas très bien, c'est quoi ces appels? En gros, Chris a eu vent de l'identité de plusieurs de ses trolls, les 5 pseudos que je viens de vous donner. Il a donc fait une vidéo sur chacun d'entre eux pour leur demander de s'excuser et d'arrêter. Bonjour. Encore une fois, je suis ici pour, encore une fois, de nouveau exposer un troll, car j'en ai découvert un autre dans le troupeau. Celui appelé Larry. Ce à quoi ces trolls ont répondu à peu près tous la même chose. Eh, salut, cousin. Et Weston Christian Chandler, si tu préfères. C'est moi, Tito. Ou Don, si tu préfères aussi. Écoute, je mange des patates depuis que tu m'as dénoncé, cousin. Et je l'avoue, j'ai vendu les codes de sécurité des dossiers de Sonic à des hackers. Et je vais te redonner l'argent, c'est bon. Je vais te donner les 1000 $ plus intérêt, mais ne sors pas cette vidéo. Je vous laisse ici apprécier la situation. Comprenez bien ici que ces derniers ne s'arrêteront jamais, même si leur vraie identité a été dévoilée. Mais Chris pourrait les balancer à la justice, non? Il pourrait le faire. Mais le souci, c'est que Chris traîne pas mal de casseroles derrière lui. Rappelons quand même les dessins à caractère sexuel qu'il a fait, les soucis qu'il a avec la justice, et également son ban de The Game Place. Et encore, tout cela n'est rien, car je ne vous ai pas parlé de toutes les places dont il s'est fait ban, car The Game Place n'est que la pointe de l'iceberg. En gros, dans la ville où habite Chris, il n'a plus le droit de mettre les pieds au Fashion Square, parce qu'il y jetait ses papiers à terre alors qu'il y a des poubelles. Il n'a plus le droit d'aller au Walmart, pour la même raison, sauf qu'en plus, il s'était pointé là-bas avec l'un de ses attraction signs. Il n'a plus le droit d'aller au Target, pour la même raison que pour le Walmart. Il n'a plus le droit d'aller au McDo, encore pour la même raison, ou même au Best Buy, voire même aussi dans cette salle de fitness, dans une pizzeria, dans une place de scout, dans un collège, etc., etc. Au total, dans sa ville, il est banni de plus d'une trentaine d'endroits. Souvent pour les mêmes raisons. Il ne respecte pas les lieux, il est raciste, il est insistant envers les femmes, il est impoli. Avec un tel bagage derrière lui, il n'est pas facile de se pointer au poste de police du coin pour dire que des méchantes personnes le trollent, alors que le premier troll, il se pourrait que ce soit lui. Enfin, et pour clore cette partie de sa vie, Chris va menacer de fermer tous ses réseaux sociaux. 6 fois au total, hein. Ça je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Vous connaissez le résultat. Si je fais une vidéo sur lui aujourd'hui, c'est qu'il n'a rien fermé du tout. Son histoire va bien plus loin, et si vous ne connaissez pas sa vie, le pire est à venir. Cette nouvelle période se déroule de 2014 à 2017. Il est alors encore et toujours en quête de l'âme sœur, et il utilise pour parvenir à ses fins plusieurs profils qu'il a créés sur des sites de rencontres, comme par exemple le site OkCupid. Sur ce site, il se présente alors comme un artiste empathique avec des émotions véritables. On peut voir que sur sa photo, ses cheveux sont désormais longs, puisqu'il souhaite marquer de plus en plus son côté féminin. Bien que ces trolls se soient un petit peu calmés, puisque l'Encyclopédia Dramatica a fermé ses portes, il y en a encore. Celui-ci provenant du forum Kiwi Farm. Et Kiwi Farm, créé en 2013, est la suite logique, la transposition d'un autre forum, le CWC Key Forum, les initiales CWC étant là pour Christopher Weston Chandler. Kiwi Farm est un forum de trolls, spécifiquement dédié à Chris. Imaginez découvrir sur internet en 2013 un forum vous étant spécifiquement dédié, public, et dont le seul but est de vous troll. Ça en dit long sur la notoriété du personnage. Si vous avez suivi l'histoire, alors vous vous êtes sans doute rendu compte que le wiki que je vous ai présenté ici, contenant plus de 7000 entrées sur la vie de Chris, qui se nomme CWC Wiki, est celui qui est à la base de la création de Kiwi Farm. Notez l'inversion des lettres, Wiki, Kiwi. Si j'appuie sur ce point, c'est pour vous montrer à quel point la vie de Chris est liée à ses trolls, à ses moqueries, à ces personnages qui ne souhaitent qu'une chose, se jouer de sa personne. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Est-ce justifié? Je vous laisse juger de cela, même si j'ai ma propre opinion sur le sujet, bien entendu. Mais continuons. L'une des sagas de la vie de Chris qui nous montre à quel point ce dernier peut être instable se fait appeler le Blarm Saga, ou Sonic Boom Protest. Pour commencer, il faut savoir que le personnage de Sonic le hérisson, créé par Sega, avait les bras couleur chair, et ce dans tous les épisodes jeux vidéo ou séries avant 2014. Puis en cette même année, une nouvelle série sort, Sonic Boom, et dans celle-ci, Sonic a désormais les bras bleus. Ce qui passe pour un simple changement d'esthétique à nos yeux, va rendre Chris complètement fou de rage. Les bras de Sonic ne sont pas bleus.
Vous continuez à me mettre en colère avec tous ces changements les plus criminels de l'histoire. Soit vous retirez tout ce qui a été fait avec Sonic Blue tout de suite, soit je lui arrache. Pas vraiment, hein, ses bras, mais je vais sérieusement regarder tous les employés de Sega mourir à cause de ce crime odieux. Ne profère-t-il pas là quelques menaces envers Sega et ses employés? L'instabilité mentale de Chris le pousse parfois en effet à se plonger dans une rage folle sur des détails dont le commun des mortels se fout royalement. Chris écrit plusieurs fois au service à la clientèle pour se plaindre, et envoie des lettres pour demander à ce que la couleur des bras de Sonic soit changée dans tous les épisodes de Sonic Boom. Ce à quoi Sega répondra par un silence absolu. Ce qui n'empêchera pas Chris d'utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir l'attention de Sega, comme par exemple ici dans ce post Facebook, dans lequel il s'en prend directement à un des employés ayant travaillé sur le projet Sonic Boom. Il va se mettre à rejoindre tous les groupes se rapprochant du monde de la marque de Sega ou du personnage Sonic pour faire connaître au monde sa colère afin de faire bouger les choses. Plusieurs semaines passent et la colère de Chris ne s'éteint pas, bien au contraire. Lui et sa mère, Barbara, vont aller dans une grande surface, Fashion Square, de laquelle un Chris a été ban quelques mois plus tôt. La sécurité va le reconnaître. Fashion Square. C'est un homme blanc de 5 pieds 9 avec de longs cheveux bruns. Il porte 2 paires de lunettes et des faux seins. Pardon? Son nom doit être Christopher Chandler. Malgré tout, il a le temps de se rendre dans la boutique GameStop du grand magasin. Là, il va vandaliser cette dernière et mettre à terre toutes les copies de Sonic Boom, avant de sortir de la boutique et de vaporiser du poivre de Cayenne sur l'un des employés. Lorsque la police arrive sur les lieux, Barbara est encore dans le centre commercial, assise, à manger son dîner. Chris, quant à lui, est rentré chez lui avec leur voiture. La police arrête la mère et la ramène chez elle, puis passe les menottes à Chris. 2 jours plus tard, un individu anonyme appelle la police pour obtenir des informations sur ce qu'il s'est passé. Voici l'enregistrement. Bonjour, je voulais vous demander des infos à propos d'un de vos détenus. Laissez-moi deviner, Chandler? Oui, son nom est Christian Weston Chandler. Je suis pas le premier à vous appeler à son propos? De son cas? Non, vous êtes la 3e personne en ligne. C'est pour ça que j'ai deviné de qui il s'agissait. Oh, ok, ça m'étonne. Enfin, je voulais juste avoir la confirmation qu'il est en prison en ce moment, à cause de l'incident qui a eu lieu il y a 2 jours. Oui, il est ici, oui. Vous voulez dire en prison? Il est ici, lundi matin, il aura une audition en vidéo. Ok, pourriez-vous me donner plus d'informations? Va-t-il être accusé? Oui, il est accusé pour avoir utilisé du gaz en spray. Je crois qu'il a utilisé du poivre de Cayenne sur une personne. Oui, c'est une information correcte que nous avons. Il y a une vidéo en ligne sur YouTube dans laquelle il spraye un employé d'un magasin GameStop avec du poivre de Cayenne ou un truc du genre. J'espère que l'employé va bien. Oui, il va bien. Parfait, heureux d'entendre ça. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci de votre coopération. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est l'inconnu qui a appelé? Non, mais vu que ce n'est pas le premier appel, on peut imaginer qu'il s'agisse d'un de ces trolls qui cherche à avoir des informations sur Chris dans le but d'être le plus rapide à le troller. Au bout du compte, Chris va être inculpé pour agression envers un employé et condamné. Par la suite, toujours pour protester contre les bras bleus de Sonic le Hérisson, Chris va faire parvenir une enveloppe au siège social de Sega à San Francisco. Il s'agit en fait d'une enveloppe contenant des paillettes et une lettre. Le but étant, lors de l'ouverture de l'enveloppe, que les paillettes contenues dedans se répandent partout sur les employés. Le courrier rattaché à l'enveloppe indique que si les bras de Sonic ne redeviennent pas bleus, il va continuer d'envoyer de telles lettres à chaque semaine jusqu'à ce que les choses changent. Tout cela va bien entendu les mener devant des tribunaux. Lui, tout comme sa mère. La sortie de la salle d'audience sera filmée par un des contributeurs du forum CWC Wiki. À côté de cette saga, Chris va vivre encore une fois une histoire d'amour virtuel avec un nouveau personnage, Catherine. Leur relation est, comme souvent dans la vie de Chris, épistolaire. Mais comme souvent, il y croit, il s'y accroche, il y pense. Sauf que comme souvent, et je pense que vous l'avez compris, il s'agit là d'un troll, à qui il va envoyer des photos, tout en partageant quelques pensées profondes dans l'espoir de vivre l'amour qu'il cherche depuis si longtemps. Catherine l'informe toutefois qu'elle souhaite juste rester son amie, ce qui va totalement le mettre en colère,
et terminer leur relation de manière abrupte. De 2015 à 2016, un autre groupe de trolls va se jouer de Chris, nommé les Lady Managers. On ne sait rien de ce groupe, on ne sait pas qui l'a constitué, mais ce dernier a réussi à manipuler Chris et à lui faire une annonce publique dans laquelle il explique lancer le Sonichu Entertainment of America. Le script qu'il lit dans la vidéo que vous voyez a été écrit par les Lady Managers et contient plusieurs jeux de mots inappropriés que Chris ne semble pas relever lorsqu'il les dit en live dans sa vidéo. Un peu plus tard, ils vont également réussir à lui faire annoncer la création d'une soirée lesbienne, à laquelle toutes les femmes qui le souhaitent sont invitées. Il va faire l'annonce, bien entendu, en vidéo. Salut les filles, encore une fois, c'est moi, Christine. Et, c'est mon chat. Hein, c'est un bon chat. Mais je ne fais pas cette vidéo pour ça. Cette vidéo est pour vous informer que je fais une petite soirée lesbienne, si vous voulez. Le jour n'est pas encore décidé, mais j'ouvre les invitations. Au milieu de tout cela, entre lui, ses trolls et sa mère, la vie de Chris avance. Il est entré depuis quelques années dans le monde des adultes, son père n'est plus de ce monde, et sa Barbara, vieillissante, ne peut plus à elle seule subvenir aux besoins de lui et de son fils. C'est là que commence ce que les trolls de Kiwi Farm appellent le Financial Crisis, jeu de mots entre Sonichu et finance. Les soucis financiers de Barbara et Chris proviennent de deux choses. D'un côté, Barbara compte sur son fils pour qu'il ramène des sous à la maison. De l'autre, Chris compte sur la pension que touche sa mère pour faire vivre leur famille. L'un comptant sur l'autre, au bout d'un moment, ça bloque. Surtout que Chris, que nous allons désormais appeler Christine, et utiliser le féminin pour la nommer, puisque c'est comme cela qu'elle décide d'être en 2016, ne peut s'empêcher de dépenser. Ainsi, Christine participera au BronyCon de 2017, ce qui va lui coûter cher en hôtel, transport, nourriture, passe d'entrée. Elle va se gaver en jeux vidéo et autres goodies, ce qui va lui faire dépenser par exemple quelque chose comme 6 000 $ dans ces domaines seulement pendant les 3 derniers mois de 2016, alors qu'elle et sa mère n'ont plus un sou en poche. La crise financière que va traverser la famille va durer de 2016 à 2021, et tout au long de ces années, Chris fait des vidéos pour demander de l'argent, allant jusqu'à ouvrir une page Patreon pour les supporter. Alors Patreon, c'est un site de support financier pour les créateurs. Il propose également quelques-unes de ses créations, pages de BD ou goodies au travers de la page Etsy, qui est lui un site de vente en ligne pour des personnes comme vous et moi, un petit artisan qui souhaitait vendre des choses en ligne. Mon nom est Barbara Chandler. Je vous demande d'acheter cette couverture de moi, faite par moi. Récemment, j'ai travaillé très dur en triant plein de choses que l'on avait jetées il y a 3 ans. Mon nom est Barbara Chandler. Je vous demande de nous aider pour les paiements de la voiture en achetant la couverture. Elles sont belles, elles n'ont pas de trous. Elles seront parfaites dans votre maison. Merci de votre aide, c'est très apprécié. Amen. Chris va réussir plus ou moins à récolter des sous, car bien qu'elle a beaucoup de trolls sur le dos, elle a aussi une communauté qui la suit et qui la supporte. Ses généreux donateurs sont Miss Cherry, Alan Hirschberg ou encore William Waterman, pour ne citer qu'eux. Mais sur les réseaux sociaux de Chris, que sont Facebook ou Twitter, quelques personnes lui demandent de travailler au lieu de quémander. Tu veux l'argent? Trouve un boulot. Ce à quoi elle répond. Notre réponse est que nous sommes déjà employés par le patron de votre patron de votre patron, à cause de nos performantes et si spéciales habilités. Toutefois, pour vous tous, haters de bas étage, déversant vos « trouve un emploi » habituels, je vous suggère de la fermer et d'apprécier votre capacité à rester tranquille dans vos bureaux ou quoi que ce soit d'autre. Cette citation est tirée de la page wiki de Christine, sur laquelle on trouve un mot, la convergence dimensionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est ce qui nous amène vers une nouvelle ère de la vie de Chris. Je préfère vous prévenir, mais à la fin de ce nouvel ère, votre point de vue sur Christine Chandler va totalement changer, ainsi que sur Barbara, sa maman. Désormais, nous entrons dans les années allant de 2017 à 2021. C'est là qu'elle va faire la rencontre d'une artiste en ligne, Doopy Do Over, aussi nommée Doopy.
ce qui est beaucoup plus simple. Doopy a eu vent, comme beaucoup de personnes traînant sur les réseaux sociaux, des histoires de Chris, de ses casseroles qu'elle traîne derrière elle et de ses déboires avec ses trolls. Et lorsque Chris contacte Doopy pour la première fois, elle l'ignore. Puis le temps passe. Et Chris continue via les réseaux sociaux à essayer d'entrer en contact avec Doopy, dont elle apprécie beaucoup la patte graphique. Chris, qui, je vous le rappelle, à ce moment-là, n'a pas le sou en poche, décide de passer par la page personnelle de Doopy pour lui acheter des artworks comme celui-ci à 50$ ou celui-là à 25$ qu'elle a dessiné à la demande de Chris. Ce sont donc des objets commissionnés. Suite à quoi, les deux commencent à échanger sur les réseaux sociaux. Et les trolls apprennent cela et commencent à s'en mêler. C'est ainsi que Doopy prend plus ou moins la défense de Chris en expliquant que pour elle, cette dernière a ses mauvais côtés, mais que les trolls qui l'harassent ont eux aussi leur part dans cette histoire. Et au final, Chris est à ses yeux une simple cliente de plus et rien d'autre. Le 1er août 2017, Dooley va couper court soudainement avec les réseaux sociaux de Chris, car cette dernière lui a fait une demande un peu spéciale. Écoutez plutôt. J'adore ton style de dessin, quel qu'il soit. J'ai une idée pour le prochain, pour ton Kitten Bell. Kitten Bell étant un sous-compte utilisé par Dooley pour exposer des personnages au style Fury. Dessine Vinyl Scratch et Octavia en humain, les deux étant l'un sur l'autre, peut-être avec une pose assise, se faisant des doigts et se caressant la poitrine. Il veut voir les deux personnages d'un dessin pour enfants se tripoter? Oui, c'est apparemment son trip, mais ce n'est pas celui de Doopy qui va alors fermer ses portes à Chris. Et Chris, qui continuera sur les réseaux sociaux, à l'appeler chérie, comme si les deux étaient si proches que cela. Bon, maintenant vous savez et comprenez que Chris n'est pas bien, qu'elle a des soucis psychologiques, l'empêchant d'avoir les relations sociales saines. Mais ce dont ces trolls se rendent compte avec le temps qui passe, c'est que Chris vit dans une fantaisie totale. Souvenez-vous, j'ai fait mention un peu plus tôt du concept de convergence dimensionnelle. Cette citation est tirée de la page wiki de Christine, sur laquelle on trouve un mot, la convergence dimensionnelle. Il s'agit d'un concept créé par Chris, dans lequel le monde du réel, ou plutôt du réel de Chris, convergera un jour avec le monde imaginaire de cette dernière, c'est-à-dire le monde de Sonichu et de tous les personnages qu'elle a créés dans cet univers. Le réel se nomme à ses yeux la dimension 12-18 et l'imaginaire la dimension C-197. Ne me demandez surtout pas, s'il vous plaît, d'où viennent ces noms. Cette idée d'univers parallèle ou de dimension parallèle lui vient directement du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, dans lequel des personnages imaginaires vivent parmi les humains. Pour Chris, ce film a une part de réalité, elle n'a aucun doute là-dessus. Ici, elle va même jusqu'à présenter son idée lors d'une convention, ce qui va commencer à sonner une petite alarme dans la tête de plusieurs personnes qui la suivent, comme quoi Chris est sans doute mentalement instable. Car oui, elle y croit fortement, très fortement. C'est là qu'un tout nouveau groupe de trolls va s'introduire dans la vie de Chris, poussant le vice jusqu'à jouer avec ses croyances. Joshua Allen Weiss, connu sous le pseudonyme de Idea Guy, Stephen Boyd, et 3 autres personnes dont on ne connaît pas les identités sont des trolls qui vont faire beaucoup de mal psychologiquement à Chris, en pénétrant de manière insidieuse le monde imaginaire de cette dernière et immiscer par ce biais des idées dans la tête de Chris. Comprenez bien ici qu'il faut accepter un fait. Chris pense que son monde imaginaire est réel, quelque part, et pour elle, le doute sur ce point-là n'existe pas. Et ça, Joshua l'a bien compris. Ainsi, ces derniers vont exploiter une faille de Chris, le CWC-Ville. Le CWC-Ville, dans la tête de Chris, c'est le monde imaginaire dans lequel elle rejoint les personnages qu'elle a créés et dont elle est en partie une sorte de leader. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais ce monde est complexe, possède des règles, une gouvernance, des infrastructures. Un jour, ce nouveau groupe de trolls va entrer en contact avec Chris via les réseaux sociaux et lui faire croire qu'ils jouent des rôles dans le monde créé par Chris, qu'ils incarnent des entités tirées de CWC-Ville, ainsi que d'un jeu vidéo bien réel, Hyperdimension Neptunia, dont Chris est totalement fan. Ainsi, Joshua et ses comparses expliquent à Chris que plusieurs des déesses du jeu vidéo font partie intégrante du monde imaginaire de CWC-Ville. Ils établissent alors un pont entre l'univers de Hyperdimension Neptunia et le monde de Chris, le monde de Sonichu et de CWC-Ville, en lui expliquant qu'ils incarnent plusieurs des déesses tirées du jeu. Oula, c'est un peu compliqué pour mon cerveau là. Je sais, l'histoire n'est pas du tout simple et elle peut être difficile à comprendre, car elle met en jeu quelque chose de totalement abstrait, mais qu'il faut accepter dans cette histoire.
c'est que pour Chris, tout ce qui touche au monde imaginaire qu'il a créé est réel et que pour lui, que les personnages de jeux vidéo viennent dans son monde, eh bien, ça a du sens. Même si pour nous, ça n'en a pas. Pour lui, oui. Je vous passe les détails du plan que vont développer ces trolls, mais au bout du compte, ils vont réussir à faire croire à Chris que son monde est envahi par des méchants en lui envoyant des images photoshopées que Chris va prendre pour quelque chose de totalement réel. Par exemple, avec cette image, ils lui font croire que des Russes envahissent CWC-Ville, qui, je vous le rappelle, n'existe pas. Avec celle-là, Chris pense que l'un des personnages provenant du jeu vidéo Hyperdimension Neptunia, qu'il pensait ami, ne l'est peut-être pas, et qu'une sorte de guerre froide entre les personnages du jeu vidéo et ses propres personnages est imminent. Un autre exemple, ici, ils font croire à Chris qu'elle est recherchée par l'armée russe. Pour nous, comme un des mortels, ces images ne sont rien. Si vous et moi on tombe dessus, on comprend de suite que c'est illusoire, impossible. On a conscience de la barrière existant entre l'imaginaire et le réel. Pour nous, oui, mais pas pour Chris. Au bout du compte, le groupe de trolls va finir par extorquer 6 000 $ à Chris, en lui promettant de l'aide pour préserver son monde imaginaire. Rappelons ici que Chris et Barbara sont toujours en crise financière, ce qui ajoute une profondeur assez sadique au geste de ces trolls. Vers la fin de 2018, soit une année après que cette histoire ait débuté, un autre groupe se faisant appeler les Guard Dog vont réussir à démonter le groupe de trolls pour protéger Chris. Pour une fois, un groupe est avec Chris. Ils font même appel aux autorités qui ne vont absolument rien faire. Toutefois, en avril 2018, The Idea Guy et ses amis n'existent plus. Ils ont été démantelés. Sauf que pour Chris, le mal est fait. Et dans sa tête, il continue de vivre l'illusion qu'une partie de tout ce qu'il vient de vivre est réel. Et tout cela a renforcé avec le temps son idée de 2 dimensions, le réel et son imaginaire qui avec le temps passant se rejoignent pour ne former plus qu'un. C'est dingue ça, mais Chris ne perd-il pas pied là avec la réalité? Son concept de réalité est depuis longtemps plutôt altéré, depuis qu'il est parti en 2002 en quête de l'amour absolu, et qu'une suite de trolls lui ont fait croire à des relations interpersonnelles intimes en utilisant les réseaux sociaux. Mais ce qui rend Chris la plus vulnérable, c'est surtout sa naïveté. Ainsi, au cours de l'année 2018, un autre groupe de trolls, un peu plus insidieux que le groupe du Idea Guy, va réussir à s'approcher physiquement de Chris, à entrer dans sa vie. On les appelle la Teen Troon Squad. Ce groupe est composé de 4-5 personnes. Mais à la fin de cette histoire, seule l'identité d'une d'entre elles va voir le jour, Lily Celeste Simpkins. Pour les autres, seul leur pseudo reste dans l'histoire, comme Eva ou encore Devil. Pour approcher Chris, des membres de ce groupe ont acheté sur eBay 32 pages d'une des BD de Chris. BD à caractère pornographique qui leur a coûté quand même la somme de 1 000 $. Une fois acquis, ils ont réussi à gagner la confiance de Chris et ont fini par se rencontrer dans la réalité autour d'un joint de cannabis. C'est là qu'un soir, Lily va filmer Chris, complètement défoncé, en train de mimer un acte sexuel avec Chriselle Rosetchou, un de ses personnages fictifs. Ne voyant pas le mal venir, Chris les a laissés entrer chez elle et le groupe passèrent plusieurs journées et soirées ensemble. Sauf que dans son dos, Lily et ses acolytes en ont profité pour obtenir des mots de passe et des logins de Chris afin de fouiller dans ses comptes privés. Ainsi, plusieurs vidéos personnelles de Chris sont dévoilées au grand public. Et certaines, comme celle-ci que vous voyez en ce moment et dont je ne peux montrer les images, la montrent en train de faire semblant de coucher avec Shrek. Shrek, le personnage? Celui-là même. Ne me demandez pas pourquoi, ni quelles sont les circonstances, c'est déjà assez gênant comme ça. Cette vidéo, Lily et son groupe de trolls ne va pas la sortir de son plein gré. En fait, les choses sont un peu plus complexes que cela. Pour résumer l'histoire, Lily dévoilait des infos personnelles de Chris sur les réseaux. Chris, qui n'a rien vu venir, se fait défendre par le groupe l'ayant défendu face au Idea Guy et ses complices. Au bout du compte, c'est Lily qui a commencé à se faire menacer et doxer, c'est-à-dire que ses informations personnelles commençaient à être partagées sur les réseaux. Ceux qui la doxaient étaient, entre autres, d'autres trolls. En gros, les trollers se faisaient troller. Au bout du compte, pour calmer l'esprit des personnes qui en avaient après elle a décidé de sortir la vidéo de Chris et Shrek, dans le but de faire diversion. Et ça a fonctionné. Et malgré tout, pour Lily, c'était trop tard, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'elle faisait partie des Teen Troon Squad, le groupe de trolls ayant réussi à s'approcher le plus de Chris. Bon, je sais, tout cela c'est un peu le bordel,
Mais cela représente bien la vie de Chris. Un méli-mélo, un imbroglio complexe de personnes et de personnages, un jeu entre trolleur et trollé, un mix entre imaginaire et réalité si complexe qu'il en devient difficile de savoir à qui revient la faute. À partir de 2021, nous entrons dans la phase la plus sombre de la vie de Chris. La phase qui nous fait comprendre que celle-ci, bien que naïve, peut aussi être dangereuse, à moins que ce ne soit sa maman. Je l'encourage de manière positive. Je la laisse faire les premiers pas. Dans ce chapitre, nous allons être mis face à une évidence qui fait froid dans le dos, mais qui, en un sens, est sans doute la suite logique de la vie de Chris. Tout commence par une nouvelle personne, Isabella Loretta Jenke, utilisatrice solitaire de 4chan. Alors je dis utilisatrice solitaire car c'est comme ça qu'elle se définit elle-même. Un jour, Isabella entre en contact avec Chris et les deux se mettent à échanger, à discuter ensemble, jusqu'au 27 juillet 2021, date à laquelle Isabella dévoilera au grand jour un appel qu'elle a eu et qu'elle a enregistré avec Chris. La conversation mise en ligne dure 21 minutes, bien que l'appel téléphonique d'origine soit beaucoup plus long que cela, mais son contenu fait froid dans le dos. Je pensais même pas que ça existait. Je pensais même pas que l'inceste fanfiction ça se pouvait. Est-ce que c'était entre toi et Barbara? J'arrive pas à y croire. Je savais que vous aviez une bonne relation, mais j'ai toujours pensé que... Parce que je ne suis pas particulièrement les histoires de Chris et... Tu vois, enfin bref. Je pensais juste que la franchise autour de Sonichu est intéressante et c'est comme ça que je t'ai connue étant plus jeune. J'avais aucune idée que Barbara était... Que Barbara et toi, vous aviez une relation. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Du coup, comment tu l'as abordé avec ça? Ah oui, j'ai fait très attention, hein. Il y a eu une période d'approche et je l'ai mise confortable en lui parlant, puis nous nous sommes rapprochés simplement, doucement. Et une nuit, je l'ai encouragée pour qu'elle fasse le premier pas parce qu'elle souhaitait le faire et... Oh, elle le souhaitait, vraiment. Elle a fait le premier pas. Weps. Ok, vraiment, waouh, Barbara. Comment s'y est-elle prise? Si ça te dérange pas trop comme question, quel a été le premier geste? Je ne me souviens plus vraiment. C'était son premier pas, certes, mais mon approche était enfin... j'ai un peu oublié. Ma technique a été d'utiliser une approche calme et attentionnée. Oh, c'est bon ça. Et j'ai été assez direct pour lui faire comprendre. C'est cool. Et comment a-t-elle réagi alors lorsque tu l'as approchée? Qu'a-t-elle dit? Je ne me souviens plus exactement, mais c'était gentil. Elle était un peu désorientée à un moment, mais elle est passée au travers, grâce au fait que je me rapprochais doucement dans le temps. Ok, donc elle s'est laissée faire. Comment était le premier baiser? Tu l'as embrassé? Qu'as-tu ressenti de connaître cette personne depuis toujours? Qu'est-ce que ça fait? Oh, ça a été assez simple. Une lèvre, puis l'autre, puis la bouche, puis le baiser. C'était même plutôt agréable, hein. Tout m'a semblé normal. Quand as-tu commencé à ressentir quelque chose pour Barbara? Ça faisait un bon moment. Je veux dire, je me souviens l'avoir mentionné il y a longtemps dans une de mes vidéos et je me souviens même de rêves dans lesquels je couchais avec elle, donc... Vraiment? J'ai entendu parler de... Je me souviens plus du truc, mais... C'est pas le complexe d'Oedipe, tu sais, lorsque tu aimes ta mère. C'est comme ça que ça s'appelle? Je comprends pas le sens, je pensais juste ça, Oui, c'est ça, le complexe d'Oedipe. Ah oui, Oedipe, c'est vrai. C'est vrai. Si ça te dérange pas que je te demande, parce que je pense que c'est assez personnel, et tu as pas à me répondre, mais comment était le sexe? Je dois dire plutôt satisfaisant, même si ça a pris du temps, on a fait plusieurs essais. Hein. Est-ce que j'ai bien compris que Chris a eu une relation avec sa mère? C'est exactement de cela qu'il s'agit. Chris, depuis pas mal de temps, couche avec Barbara, sans complexe et avec l'accord des deux parties. Le désir de Chris de trouver l'amour de sa vie et de ne pas y arriver a été si fort avec le temps qu'elle s'est tournée vers sa propre mère. Et cette dernière, sans aucun complexe, a accepté la situation. Coucher avec sa fille lui va très bien. Et elle dira même à sa propre fille que le sexe avec elle est meilleur que celui qu'elle a eu avec Bob, le propre père de Chris. 3 jours plus tard, au 30 juillet,
Les services sociaux retirent Chris de sa maison familiale pour être placé sous surveillance dans une chambre d'hôtel. Au début du mois d'août 2021, la police vient enfin arrêter Chris. Le procès qui s'ensuit dure une année, du 4 août 2021 au 28 juillet 2022, pour plusieurs raisons que je ne vais pas aborder ici, mais qui ont attrait en grande majorité à des vices de forme, des écoutes de témoignages, des analyses d'experts, etc. Et tout cela, ça ne va pas se terminer sur un jugement fixe. Le combat légal qui se trame par la suite concerne l'état mental de Chris. En gros, la question est, était-elle en capacité mentale de comprendre la gravité de la situation ? À cause de cela, le procès de Chris est une épopée en soi. Déjà, sur la feuille de procédure judiciaire, on peut voir que le chef d'accusation est inceste avec son propre enfant, ce qui n'est pas le cas, puisque là il s'agit d'inceste avec sa propre mère. En gros, ce n'est pas le parent qui allait chercher l'enfant, mais l'enfant qui a été chercher le parent. Sauf que ce type de cas, c'est la première fois que ça apparaît dans l'État de Virginie. Le titre de la charge par défaut est donc erroné. Au total, le cas de Chris va passer aux mains de la justice 11 fois, pour au final être rejeté le 8 août 2023. Et sa mère, elle n'a pas eu une part de responsabilité là-dedans ? Non, selon la justice de Virginie, elle est une simple victime. Et bien que semblant consentante à cette relation, elle ne sera pas inquiétée. Qu'en est-il aujourd'hui, allez-vous me demander ? Eh bien Chris est libre. Sa mère aussi. Je ne sais pas par contre s'ils habitent encore ensemble, mais rien ne semble les en empêcher. Très vite, Chris a repris sa quête sur les réseaux sociaux comme YouTube. Sur sa chaîne entre autres CWC Ville Guardian, où elle publie régulièrement. Ses sujets principaux sont principalement ses délires autour de ces fameuses dimensions qui doivent à un moment donné à un autre se rejoindre pour ne devenir qu'un. Elle parle de choses de plus en plus ésotériques et nous partage ses points de vue sur tout et n'importe quoi. Encore aujourd'hui, on peut trouver sur internet une pléthore de vidéos analyses de toutes les situations possibles et imaginables dans lesquelles Chris a été l'actrice principale. On trouve autant de vidéos de personnes la défendant que de personnes l'enfonçant. Mais la chaîne la plus détaillée sur le sujet reste celle de Geno Samuel, qui va loin dans les détails concernant la vie de Chris. Sachez que ma vidéo ici survole pas mal de choses et que je suis loin, très loin d'avoir abordé tous les points détaillant sa vie. La personne la plus documentée d'Internet est sans doute l'une des plus controversées. J'ai ici essayé de vous apporter les points principaux de sa vie, afin que vous ayez et que vous fassiez une meilleure idée de qui est ce fameux Chris Chan, ou plutôt cette fameuse Chris Chan. J'espère que cette histoire complètement folle vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez m'offrir, et je laisse la parole à Alter, pour ne pas qu'il se vexe. Merci Yann, je voulais juste vous dire merci, prenez soin de vous et à la prochaine. Bon, t'es content ? Oui, mais avant de partir, je voudrais faire un petit remerciement spécial à Mylène Guerriot pour nous avoir prêté sa voix, si gentiment. Grâce à cela, ça a amélioré la qualité de la vidéo, n'est-ce pas ? Allez, ciao, bye.